La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent à la mer, des reflets changeants sous la pluie. Bonjour les terminales STMG, content de vous retrouver avec cette petite chanson de Charles Trenet qui s'intitule La mer, puisque nous sommes toujours en géographie sur les mers et les océans. Donc on va pas changer les bonnes habitudes, hein. Semaine de confinement pour vous. J'espère qu'on touche à la fin, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'en suit l'actualité. Alors j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses. Évidemment, la santé pour vous, vos proches, c'est l'essentiel. Puis plein de petits bonheurs, des grands aussi, la réussite à vos examens, quels qu'ils soient, hein, que ce soit à l'école, le permis de conduire ou je ne sais quoi. Et puis ben, j'espère surtout que l'on aura une année 2021 qui sera beaucoup plus radieuse que cette année 2020 très spéciale que vous avez connue. Et j'espère que nous pourrons tourner une page sur cette triste année pour avoir des horizons plus chantants comme le fait Charles Trenet si bien dans cette chanson. Donc aujourd'hui, rapidement, nous allons terminer les tensions autour de la gestion de l'appropriation des espaces maritimes, puis poursuivre sur les tensions autour des canaux et des détroits. Alors, il y a de cela près d'un mois, puisque c'était euh, la dernière semaine du confinement avant les vacances, donc la semaine du 11 décembre. Nous étions arrêtés sur la définition de ce qu'était la zone économique exclusive, hein, c'est-à-dire cet espace maritime qui s'étend à partir du littoral et qui comprend les 370 km de mer euh, si on part du littoral, et qui accorde à l'État côtier des droits économiques sur les ressources qui s'y trouvent, hein, c'est-à-dire le poisson, les minerais, les hydrocarbures, tout ce qui se trouve dans la zone économique exclusive appartient à l'État côtier. Donc on avait vu également le schéma de la division des espaces maritimes, hein, je vous invite pour cela à revoir le cours précédent. Et donc, nous allons poursuivre sur cette zone économique exclusive, hein, pour voir qu'il existe de fortes tensions entre les États dans le monde autour justement des zones économiques exclusives, parce que parfois, ben, déjà, certains États se trouvent à moins de 370 km les uns des autres. Donc, comment partager l'espace maritime, sachant que aucun des deux États ne peut avoir 370 km d'espace maritime, puisque dans ces 370 km, cela comprend également l'espace maritime du pays voisin, donc il va falloir trouver des accords maritimes. Et donc que l'on voit par exemple à travers cette carte qui traite des tensions dans la zone économique exclusive française de l'océan Indien, que l'on voit que dans l'océan Indien, autour de Madagascar, hein, que ce soit à l'ouest ou à l'est, la France a des possessions, par exemple ici la Réunion, ou bien Mayotte au sein de l'archipel des Comores, mais on voit à travers la légende qu'il y a de nombreuses zones de tension avec des limites qui sont contestées. Par exemple, toute cette zone ici va être contestée, par exemple entre la France et Madagascar ou entre la France et le Mozambique. De même, ici, la zone économique exclusive de la Réunion va être contestée par l'île Maurice, mais aussi par Madagascar, mais aussi par les Seychelles. Donc, la France se trouve en compétition avec d'autres pays, notamment sur les tracés initiaux de ces zones économiques exclusives. Ces pays contestent le tracé de ces zones économiques exclusives, s'estimant lésés. Il y a également des désaccords qui peuvent exister sur la possibilité d'étendre sa zone économique exclusive. Vous voyez toujours, par exemple, en regardant la légende de cette carte, que ici, la France a fait une demande d'extension de sa zone économique exclusive. Alors, ça peut paraître surprenant, mais il existe cette possibilité de demander à ce que la zone économique exclusive soit prolongée, alors qu'elle ne fasse plus seulement 200 000 nautiques, c'est-à-dire à peu près 370 km,
mais qu'on aille jusqu'à 350 milles nautiques, c'est-à-dire plus de 500 kilomètres. Alors, il y a des conditions pour cela. Si vous voulez demander l'extension de la zone économique exclusive, il faut que cette extension soit un prolongement naturel de ce qu'on appelle le plateau continental. Alors, le plateau continental, si vous imaginez une île, eh bien, il faut imaginer qu'elle se prolonge, cette île sous la mer. Eh bien, la France va estimer, et pas que la France, hein, la plupart des États qui font des demandes d'extension de leur zone économique exclusive, estiment qu'en fait, il ne faut pas prendre que la partie émergée des territoires, il faut prendre également la partie immergée, c'est-à-dire voir où se situe la base de l'île sous la mer et donc partir à partir de là pour définir la zone économique exclusive. Et donc, du coup, pouvoir demander une extension de celle-ci. Alors, si on veut demander une extension de celle-ci, vous le savez bien, c'est pour des raisons économiques essentiellement, hein, et stratégiques, c'est-à-dire posséder davantage de ressources, hein, que ce soit des ressources halieutiques, la pêche ou des ressources minières ou en hydrocarbures. Donc aujourd'hui, si l'on fait le bilan, dans le monde, il y a de très nombreuses demandes qui ont été déposées, hein. Ici, vous voyez le cas de la France, mais au total, en fait, il y a 93 États dans le monde qui ont demandé des demandes d'extension de leur zone économique exclusive. Donc cela conduit évidemment à des situations conflictuelles, hein, ces zones économiques exclusives, je vous ai dit, surtout quand elles se chevauchent. Alors on va en voir deux exemples. Par exemple, ici en mer de Chine. Donc, et notamment en mer de Chine méridionale, c'est-à-dire dans cette zone ici, hein, où on voit la limite des zones économiques exclusives, et on voit ici un véritable enchevêtrement des zones économiques exclusives, avec de nombreuses revendications de la part des États riverains de la mer de Chine, c'est-à-dire outre la Chine, le Brunei, qui est ici, l'Indonésie, le Japon. Vous avez la Malaisie, les Philippines, le Vietnam. Donc tous ces États vont revendiquer des parties de la zone économique exclusive en mer de Chine méridionale. Alors, pourquoi ces revendications? Eh bien, parce que au sein de la mer de Chine, eh bien, on trouve d'importantes zones pétrolières. Donc, eh bien, forcément, ça intéresse vivement une demi-douzaine d'États, dont le plus puissant, hein, qui est la Chine, et qui n'hésite pas à installer donc des bases militaires, hein, sur son territoire, mais aussi à coloniser véritablement des îles pour justifier son extension. Donc, le moindre îlot va être colonisé par la Chine, qui va y installer une petite cahute, quelques militaires, et pour ainsi pouvoir accroître sa zone économique exclusive. Vous voyez que c'est particulièrement le cas dans les îles Spratlys. Quand vous voyez, ce sont des petits récifs qui sont occupés par les Chinois. Mais quand je parle de petits récifs, ce sont des récifs parfois plus petits que la classe. Et les Chinois vont y construire une petite cahute et vont dire, ben voilà, cet îlot corallien, dorénavant, il nous appartient. Et donc, vous imaginez qu'à partir de ce tout petit récif, eh bien, vous pouvez tracer un cercle de 370 km de rayon qui appartient à la Chine. Donc, vous voyez l'intérêt de coloniser ces petits îlots. Donc, la Chine va essayer de coloniser plein d'îlots pour augmenter sa zone économique exclusive et du coup pouvoir bénéficier évidemment des ressources qui se trouvent à proximité, et notamment des ressources pétrolières. Donc, vous voyez, la Chine, dans l'archipel des Spratlys, va tenter de accroître sa zone économique exclusive. Autre exemple, eh bien, on va plus au nord, on va dans l'océan Arctique, pardon. Donc dans l'océan Arctique, eh bien, vous voyez les nombreuses limites des zones économiques exclusives, hein. Donc ici, vous avez la zone exclusive, la limite de la zone exclusive américaine, hein, en rouge. La norvégienne, vous l'avez ici en vert. Vous avez la zone économique exclusive russe qui est en noir. Vous avez aussi les zones économiques exclusives canadiennes, danoises. Et ces zones économiques exclusives, pareil, vont se chevaucher. Pas l'URSS, la Russie va demander une extension de sa zone économique exclusive pour essayer d'avoir toujours davantage de territoires arctiques. Et encore une fois, ces territoires sont l'objet de nombreux enjeux car ils sont riches en ressources en hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole, gaz, mais aussi en minerais, et puis également vont potentiellement
vont s'ouvrir potentiellement de nouvelles routes maritimes du fait de la fonte de la banquise, vous savez, liée au changement climatique, au réchauffement climatique. Il y aura une route maritime qui longera la côte des États-Unis, du Canada, pour relier l'Asie à l'Amérique du Nord. Mais vous aurez une autre route qui va longer la Russie, la Norvège, pour relier l'Asie à l'Europe. Donc, l'Arctique fait l'objet de nombreux enjeux et pour cela, eh bien, tous les territoires qui bordent l'Arctique vont tenter d'accroître leur zone économique exclusive pour pouvoir, entre guillemets, se trouver dans la position idéale dans ce nouveau territoire. Euh, il peut y avoir également, alors c'est pas forcément le cas dans les zones arctiques, mais des conflits ponctuels entre les États sur le non-respect de la ZEE par les pêcheurs. Et on peut imaginer que, il y aura peut-être dorénavant, avec la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, des tensions, même s'il y a eu des accords qui ont été négociés, entre les pêcheurs de l'Union européenne, et notamment les pêcheurs espagnols, français, hollandais, et les pêcheurs britanniques puisque dorénavant, la zone économique exclusive du Royaume-Uni est normalement soumise à contrôle vis-à-vis des pêcheurs qui viendraient des pays de l'Union européenne, alors qu'avant, ça faisait partie du même espace. Donc, vous voyez, c'est pour ça aussi que cette question de la pêche a pris tant de temps à être traitée, parce que c'est une question sensible et une activité économique qui est non négligeable pour les ports côtiers britanniques. Donc, vous voyez, pour revenir sur l'Arctique, hein, les nombreuses frontières et revendications en Arctique, hein, je vous invite à regarder les territoires revendiqués par la Russie, qui, comme par hasard, vont prendre en compte certains bassins pétroliers les plus profonds, l'existence du passage du nord-ouest, donc la future route maritime, le passage du nord-est, l'autre future route maritime, et de nombreuses zones où on a des chevauchements de zones économiques exclusives qui entraînent donc des conflits, par exemple entre la Norvège et le Danemark, entre la Norvège et la Russie, entre les États-Unis et le Canada. Donc il y a de fortes tensions que l'on essaye de régler au sein d'un conseil qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, au sein duquel siègent tous les pays qui entourent le cercle arctique ainsi que les représentants des communautés indigènes autochtones, hein, les Esquimaux, les Inuits si vous voulez, mais aussi quelques invités comme des représentants de l'Union européenne, comme l'Allemagne, la France, mais aussi des invités comme la Chine et le Japon qui y voient d'importants intérêts économiques. Alors, dans un grand B, nous allons voir que les mers et les océans font également l'objet de tensions autour de ces lieux stratégiques que sont les canaux et les détroits, hein. Par exemple, dans l'océan Indien, vous avez l'exemple du détroit d'Ormuz, qui est essentiel pour le trafic d'hydrocarbures. Alors ce détroit d'Ormuz, vous l'avez ici. Donc il est entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Donc et ce détroit d'Ormuz est emprunté donc par d'importantes routes maritimes qui vont transporter les hydrocarbures. Donc l'Iran, eh bien, il menace de fermer ce détroit en cas d'intervention trop forte de la communauté internationale, notamment lorsque la communauté internationale essaye de freiner le programme du nucléaire iranien. Les Iraniens tentent de développer la bombe nucléaire et donc les puissances occidentales font pression sur l'Iran. Eh bien, l'Iran, en retour, menace de fermer le détroit. Or, si l'on prend un pays comme la Chine, elle est très dépendante du Moyen-Orient et du pétrole du Moyen-Orient et donc du détroit d'Ormuz. Il faut que les bateaux, les pétroliers, passent ce détroit d'Ormuz pour alimenter la Chine en hydrocarbures. Donc la Chine, elle ne veut pas évidemment que ce détroit se ferme, hein, donc va faire pression au contraire sur l'Iran pour qu'il ne ferme pas. Elle a mis en place, la Chine, une stratégie d'installation de base sur les côtes de l'océan Indien, donc notamment au Pakistan, mais aussi un peu plus au sud à Djibouti, pour sécuriser ces routes maritimes, notamment ces navires, pour lutter contre la piraterie, pour lutter contre les interventions étrangères. Et du coup, ben, la Chine va entrer en concurrence avec l'Inde dans son océan, puisque l'océan ici s'appelle l'océan Indien, et donc la Chine va tout faire pour pouvoir assurer son approvisionnement en énergie qui lui est totalement vital. Donc vous voyez ici avec cet exemple comment un détroit peut être un lieu éminemment stratégique
pour le commerce mondial et comment il fait l'objet de convoitises des puissances mondiales, ici la Chine. Merci beaucoup.